prédateurs décidèrent d'en capturer quelques-uns pour les dresser. Le comportement sauvage et méfiant de ces oiseaux rendent difficile la collaboration entre le chasseur et son aide. Toutefois, à force de patience et de travail, le faucon, la buse, l'aigle et même le hibou devinrent les compagnons de chasse favoris des hommes. Les empereurs et les rois traquaient les oiseaux les plus rares pour les dresser à attaquer pigeons, perdrix, faisans, mais aussi lapins, lièvres et chevreuils. Cet art trouva son apogée en France sous Louis XIII, où même les dames de la cour chassaient dans les jardins du château de Versailles. L'apparition des armes à feu a réduit la fauconnerie à quelques passionnés et il a fallu attendre le XXe siècle pour remettre au goût du jour cet art ancestral. Aujourd'hui, les oiseaux ne sont plus prélevés dans la nature, mais naissent en captivité. Leur dressage en est facilité et leur proximité avec l'homme grandement améliorée. Ils vont évoluer juste au-dessus de vous, vous frôler ou vous toucher d'un mouvement d'ailes, ces ailes que nous leur envions tant et qui leur donnent grâce et beauté. Ouvrez vos yeux et découvrez ce merveilleux témoignage du passé. Bien, mesdames et messieurs, me voici maintenant revenue avec une espèce de faucon très particulière. Elle nous vient de l'autre bout du monde, plus précisément de l'Amérique centrale. On appelle ceci un caracara. Et cet oiseau a pour habitude de nicher en plein cœur des villes et des villages. Ainsi, nous allons profiter de cette proximité quasi naturelle qu'a cet oiseau avec l'homme en me proposant de le poser sur quelques têtes et de le rappeler. Toutefois, messieurs, dames, si jamais vous avez un petit peu peur ou que simplement vous n'avez pas envie, faites-moi un petit signe. Mais ceci bien avant que j'approche de vous, car vous allez voir, c'est beaucoup plus souvent Mescal que moi-même qui choisit sa destination finale. De plus, les enfants, par contre, cela ne sert à rien de lever la main et de crier « à moi, à moi, à moi ». Cet animal ne fera que ce qu'il pourra. Et aussi, je ne sais pas comment j'ai fait pour le rater, mais est-ce que vous pouvez mettre le ballon un petit peu derrière vous, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour le rater, pourtant, il est assez voyant. Allez, est-ce que j'ai du Larsen par là? Non. Allez, monsieur, on commence avec vous. Vous me regardiez avec envie, je voyais bien. Non, elle veut pas. Mais si, il a voulu, il était bien. On veut avoir une casquette. Tu veux essayer une sanguette? Non. Alors, pour ceux qui l'ont sur la tête, tu veux essayer? Pour ceux qui l'ont sur la tête, vous pourrez sentir que cela pique un petit peu. Ce sont en effet les serres de ce rapace, ces griffes qu'il a au bout des pattes et qui lui servent à attraper ses proies dans la nature. Alors bien sûr, chez un si petit rapace, les proies sont tout à fait modestes. C'est un spécialiste d'insectes. Oula, oula, là, ça glissait sur le monsieur. Trop de voyanterie. Alors sachez que cet oiseau est l'emblème du Mexique. D'ailleurs, les Mexicains l'appellent l'aigle de leur pays, même s'il ne s'agit que d'un faucon. Tu veux essayer? Il faut savoir... Attention, monsieur, je vous laisse vous pousser un petit peu, s'il vous plaît. Ah, il y a plein... Bon, dans navré, il y a un petit peu trop de... Hop. Alors, ils l'appellent l'aigle du Mexique, car ils disent avec grande fierté que c'est le rapace le plus intelligent. C'est ma foi vrai. En effet, cet oiseau a pour habitude de retourner les pierres pour trouver mollusques et crustacés qui composent son régime alimentaire. Sachez que chez les rapaces, c'est la fuite qui déclenche l'attaque. Ainsi, trouver quelque chose qu'il ne voit pas est déjà le signe d'une certaine intelligence. Ah, c'est coloré celui-là, Mescal, hein, ça surprend. Ouais, là, il est un peu petit, le vôtre, quand même. Hein. Je voudrais pas... Tu veux essayer, toi? Allez. Quel sérieux, jeune homme. Allez, on va encore faire les 3 petites têtes ici. Hop, vous, celle-là, elle est petite, Mescal. Allez, un petit blondinet pour la fin. Super. C'était donc notre caracara commun.
Alors maintenant, on va totalement changer de catégorie de rapaces. Tout d'abord, nous allons revenir en Europe et vous présenter un animal que vous connaissez sûrement tous très bien de nom, mais pour l'avoir vu beaucoup moins souvent, puisque lui a choisi de vivre la nuit. Il s'agit bien sûr d'un rapace nocturne. De cet animal, retenez tout d'abord leur sensibilité à la lumière. Elle est 100 fois supérieure à la nôtre. En d'autres termes, il peut repérer la lueur d'une allumette à 1 km de distance en pleine nuit. Celui qui va apparaître n'est autre que le plus grand rapace nocturne du monde. Il nous vient d'Europe. Les femelles font 1,80 m d'envergure pour 3 kg. Veuillez accueillir le hibou grand-duc d'Europe. Alors pour l'instant, Gabriel va passer devant vous afin que vous puissiez observer de près cet animal de légende. Observez tout d'abord les yeux de cet oiseau et plus spécifiquement leur couleur. Elle va vous donner une indication de l'âge de l'oiseau. Les jeunes individus éclosent avec des yeux totalement jaunes. Ces derniers vont foncer tout au long de leur vie. Et pour les plus vieux individus qui atteignent 30 ans en captivité, ils mourront avec des yeux totalement rouges. Alors pendant que Gabriel passe devant vous, on va également en profiter pour faire un petit peu de pédagogie. Alors, majoritairement avec les enfants, hein, mais si jamais des adultes auraient envie de leur souffler les réponses, bien sûr, vous le pouvez, mais essayez au moins de souffler les réponses justes. Alors, les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce que porte ce hibou sur la tête? Des oreilles? Oh, merci de me la faire. Mais non, c'est pas ça. Mais merci. Si tu dois retenir une chose de ce spectacle, c'est qu'en aucun cas, ces deux petites touffes de plumes ne sont les oreilles de l'oiseau. Chez tous les oiseaux, les oreilles sont de simples trous placés sur le côté de la tête. Par contre, forcément, on n'arrive pas bien à les voir puisqu'elles sont cachées par les plumes de l'oiseau. Alors, faut pas toucher les oiseaux, bonhomme, hein, par contre, hein, ok? Vraiment, ça peut te faire mal, hein. Je vous laisse bien tenir vos enfants, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors, comment ça s'appelle, ces deux petites touffes de plumes? Des aigrettes. Des aigrettes, exactement. Mais alors, à quoi ça sert? À s'orienter. Mais alors, ça fonctionnerait comment? Du coup, on rigole, mais on ne me répond pas. D'accord, c'est parfait. Alors le vent, effectivement, pendant bien longtemps, on a cru que c'était le sens du vent. Malheureusement, de récentes études nous ont montré que c'était pas ça. Mais bien joué, madame, vous n'étiez pas loin. Est-ce que quelqu'un a une idée d'à quoi peut servir ces petites touffes de plumes? Oui? Oh, le protéger du froid, c'est trop mignon, mais toutes les plumes, elles servent à ça. Ces petites choses au-dessus de la tête, c'est pas ça. Mais c'est bien ce que tu m'as dit, bonhomme, bravo. Par ici, est-ce que vous avez une idée d'à quoi elles peuvent servir, ces aigrettes? Là, c'est bien que personne ne regarde. C'est comme à l'école, quoi. Oh là là! Si jamais on m'interroge, oh là là, je ne la regarde surtout pas. À séduire. Ah bah dis donc, madame. Ah, ça vous intéresse, ça, hein? Eh ben non, c'est pas ça. Allez, je vais arrêter votre quête, car elle est vaine. Cela fait à peu près 300 ans que biologistes et fauconniers cherchent l'utilité des aigrettes, et nous ne l'avons toujours pas trouvée. Ces deux petites touffes de plumes sont pourtant très importantes pour l'oiseau. La nature ne fait jamais rien au hasard. Pourtant, nous n'avons pas su trouver laquelle. Elles sont très importantes pour nous, fauconniers, mais pour vous, public. Car grâce à elles, vous pouvez sans peine différencier les chouettes des hiboux. Les hiboux égale aigrettes, les chouettes, elles, n'en ont strictement jamais. D'ailleurs, maintenant, les enfants, juste pour être sûr, là, je suis sûre que la réponse va fuser. Comment s'appelle la femelle du hibou? La hibou. Allez-y, je vous en prie. La chouette. C'est pas ça. Merci, monsieur. Très bon public. C'était un adulte. Eh ben non. Deuxième chose à retenir de ce spectacle, c'est que hibou et chouette, c'est réellement comme chat et chien. Ce sont deux espèces qui n'ont rien à voir entre elles. Par contre, il n'y a pas de nom pour différencier les deux sexes. Vous pouvez dire monsieur et madame chouette, papa et maman hibou. Le mieux, c'est encore le la hibou. Mais retenez qu'en aucun cas, un hibou et une chouette ne pourront avoir des petits.
C'était donc notre hibou grand-duc d'Europe. Alors maintenant, on va passer à la troisième catégorie d'oiseaux de proie. Ceux-ci, par contre, souvent, vous ne les aimez pas beaucoup. Ils ne chassent pas, ils ne tuent pas, ils se contentent d'effacer les traces de la mort. Vous aurez tous reconnu les vautours. Quand on parle de vautours, souvent, vous avez en tête parmi les plus gros, ceux qui peuplent nos montagnes, le gypaète barbu, 2,70 m d'envergure, le vautour fauve, 2,50 m. Mais sachez qu'il y en a des bien plus petits et on va donc pour l'instant vous présenter l'un des plus petits vautours au monde. Elle ne fait qu'1,30 m d'envergure, elle nous vient d'Afrique. Veuillez accueillir le vautour palmiste. Alors dans le monde, nous possédons 23 espèces de vautours, dont une petite dizaine ne font que la taille de ce vautour palmiste. En effet, ici en Europe, nous possédons le vautour percnoptère, un petit oiseau blanc qui vivait dans le Salève jusqu'au début du siècle. Il en a malheureusement disparu depuis. Oui. Alors, le vautour palmiste est tout à fait singulier. En effet, comme son nom l'indique, c'est un spécialiste de noix de palme. Normalement, pour qu'un oiseau fasse partie de la famille des rapaces, il faut 3 conditions. Des serres particulièrement crochues, un bec également pointu et ensuite le fait d'avoir un régime alimentaire strictement carné, c'est-à-dire qu'elle ne mangerait que de la viande et du poisson. Cependant, la caractéristique de ce vautour palmiste est de manger également des noix de palme, ce qui est extrêmement rare chez les rapaces. Une autre caractéristique de ce petit vautour palmiste est le fait qu'elle ait des pattes préhensibles. En effet, normalement, les vautours, puisqu'ils ne tuent pas leur proie, eh bien, ont perdu la faculté de prendre des choses avec leurs pattes. Ce vautour palmiste, lui, a des pattes particulièrement puissantes pour cette petite espèce, puisqu'un petit peu à la façon des perroquets, elle va aller chercher des noix de palme avec sa patte, pour les porter jusqu'à son bec et donc en déchirer la coque. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Je n'ai pas entendu. J'ai l'impression que c'était des petits poussins. Des pâtes de poussins. T'as raison, il n'y a plus de vent, Algérie. 30%. Alors nous sommes actuellement en train de faire des réclames. Réclame est un terme de fauconnerie, voulant dire que nous demandons simplement à l'oiseau de venir nous rejoindre. C'était donc notre vautour palmiste. Bien, alors on va maintenant repartir avec un rapace nocturne. Celui qui va arriver, par contre, cette fois-ci, sera effectivement une chouette. D'ailleurs, c'est la cousine asiatique de la chouette hulotte. La chouette hulotte en Europe, on la connaît surtout car c'était le symbole d'Athéna, la déesse de la guerre, de la sagesse, mais également de la réflexion. Ainsi, messieurs, dames, afin de faire plaisir à cette déesse grecque, je vais proposer à 3 dames de venir faire voler ce petit rapace avec moi et à cette occasion de me poser une question chacune sur la fauconnerie. Pour l'instant, je vous propose de laisser arriver ce petit animal. Veuillez accueillir notre chouette leptogramme. Oh là là, quelle entrée, Mimir! Oh là là!
Alors, mesdames, est-ce qu'il y aurait quelques dames, justement, qui auraient envie de se prêter au jeu de faire voler ce petit oiseau et, en même temps, en profiter pour poser une question? Oui, madame, je vous en prie, venez. Alors, vous pouvez être 3, hein, donc je vous en prie. Alors, je vous donne... Monsieur, elle est très contente, au contraire. Alors, je vous donne le gant, vous pourrez vous rester dans cette position-là. Je vais poser la petite chouette et vous allez tenir ces deux petites lanières de cuir que l'on appelle des jets. Vous verrez, elle est un petit peu pressée, elle va peut-être essayer de venir vers moi un peu trop tôt. Vous tenez fort et elle remontera sans aucune difficulté. Alors, temps pour moi de m'équiper, comme ça vous pouvez faire connaissance avec cette petite bête. Est-ce que c'est bon pour vous, madame? Allez, vous pouvez la laisser aller. Dites-moi, à quoi je peux vous répondre? Alors, en ce qui concerne l'apprentissage pour devenir fauconnier, pour faire notre métier, nous sommes en réalité soigneurs animaliers. Il y a 4 écoles en France sur lesquelles nous rentrons sur dossier et c'est après l'école obligatoire. Le mieux, c'est de faire un bac, ensuite de faire des stages et de pouvoir rentrer dans ces écoles. Il n'y en a qu'une seule qui a une option fauconnerie et donc après, vous pouvez prétendre à notre métier. Cependant, nous n'allons pas vous mentir, comme beaucoup de métiers avec les animaux, la meilleure des formations est encore sur le tas, passer par des stages, vous faire remarquer dans un parc et ensuite y rester. Merci beaucoup, madame. Allez, entre les 3, je me doutais bien qu'il y en avait au moins une qui allait tenter. Mais vous avez raison. Donc, je vous donne mon petit lire, vous serrez fort, vous le tenez si jamais il veut venir vers moi un petit peu trop tôt, et ensuite nous pourrons y aller. Est-ce que c'est bon pour vous, madame? Vous pouvez ouvrir votre main. Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors non, pas tout à fait 360 degrés. Cette dame m'a posé une très bonne question, c'est la capacité de rotation de la tête de cet animal. Elle peut faire 270 degrés de chaque côté, c'est donc plus d'un demi-tour. Cependant, les yeux des rapaces nocturnes sont totalement immobiles dans leur orbite. Ainsi, c'est la capacité de la tête qui a pris le relais. Pour vous donner une idée, nous ne possédons que 7 vertèbres cervicales. Un rapace comme celui-ci en possède 14. Merci beaucoup, madame. Allez, madame. Allez, on en fera encore 2, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Venez donc, et on finira avec la dame juste à droite. Tenez. Ah ben oui, tu auras gagné un vol de plus, mon mire. Alors, dans ce sens-là, vous tenez les petites lanières de cuir, même si elle veut démarrer un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous pouvez ouvrir votre gant. Parfait, dites-moi, madame. Alors, on me demande en fait si les oiseaux sont attachés à nous, c'est-à-dire si un oiseau possède son propre fauconnier. Pour le dressage, oui, c'est le cas. La petite chouette qui est en train de travailler devant vous n'est âgée que de 1 an. Ainsi, vous pouvez voir qu'elle est déjà bien avancée dans le travail pour un si petit animal. Cependant, c'est moi qui l'ai élevé et c'est moi qui l'ai dressé. Ainsi, elle n'a aucune difficulté à travailler avec d'autres gens. Cependant, au fur et à mesure de son apprentissage, eh bien, nous allons faire rentrer d'autres fauconniers dans sa vie. Et à la fin, le but est qu'elle travaille avec tout le monde. Merci beaucoup. Venez, madame. Tenez. Hop, je vous donne donc les 2 petites lanières que vous tenez fort. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouvrez votre gant. Dites-moi, madame. Alors effectivement, le vol des rapaces nocturnes est totalement silencieux. Tout cela grâce à un petit système qu'elle a au bout des plumes de ses ailes. Les plumes des ailes des rapaces nocturnes ne sont pas franches, elles sont un petit peu frangées. Ce système va filtrer l'air et donc permettre un vol totalement silencieux. Merci beaucoup, madame. Et c'était donc notre chouette leptogramme.
Alors, il va lui falloir un petit peu de temps pour repérer le deuxième fauconnier, mais c'est bien, ça lui apprend. Profitez donc de cette petite bête. Vous pouvez voir, elle n'est âgée que de 1 an et elle vous montre bien le dessus de sa tête. Ce sont des restes de duvet. Voilà. Merci beaucoup pour elle. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait quelques messieurs qui étaient particulièrement déçus. Ainsi, on va continuer ce spectacle en vous présentant la base de la fauconnerie. En effet, ne pensez pas que la base de notre métier était bien sûr les spectacles. Au contraire, il s'agissait de la chasse. Sous Louis XIII, que l'on nommait d'ailleurs le roi fauconnier, eh bien la chasse au vol était extrêmement répandue. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais donc vous proposer de recréer une petite scène de chasse. Alors bien sûr, ce ne sera pas sur un animal vivant, nous allons le faire sur ce que l'on appelle un leurre. Cependant, pour cela, j'aurais besoin d'un homme. Grand, fort, intelligent, drôle. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'en trouverai pas. Alors, mesdames, j'en vois déjà quelques-unes qui me font « Ah lui. Je suis navrée, madame, je vous en débarrasse pas. Hein. Je vous le rends à la fin du spectacle. » Monsieur, vous étiez reconnu? Oh ben merveilleux. Allez, venez avec moi. Vous pouvez lui faire un bel applaudissement. Hein. Il s'était reconnu dans la description. Comment vous appelez-vous? Dylan. Est-ce que vous savez ce qu'était un traîneau? Alors, pas la version du Père Noël, ni la version avec les chiens, mais une version un petit peu plus moyenâgeuse. C'était... Ah bah un traîneau, c'est un traîneau, quoi. Voilà, il y a là l'explication, merci le dictionnaire, quoi. Traîneau, non masculin. C'est pour glisser sur la neige. Non, pas la version du Père Noël, je vous ai dit. Alors un traîneau, c'était... Non, ni le Père Noël, ni les chiens. On va se concentrer, Dylan, ok? Allez, parfait. Un traîneau, c'était ceci. C'était un petit morceau de peau que l'on faisait traîner par un cheval et que l'oiseau devait attraper le plus rapidement possible en vue d'aller à la chasse avec notre Seigneur. Aujourd'hui, Ornella a ramené son meilleur oiseau de chasse. J'ai la peau, il manque un petit ingrédient. L'oiseau. Ah, si vous n'avez pas compris, eh bien le public, lui, n'a pas eu de souci. Mais vous allez remplacer le destrier qui me fait défaut. Vous allez faire le cheval. Bien, parfait. Alors, on va se mettre plutôt dans ce sens-là. Tac, 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 tac. Oui, alors Ornella, tu pourras te placer juste là, devant le monsieur avec son joli t-shirt. Nous, on va se mettre comme ça. Tac. Voilà, je vous donne ceci. Le but est d'aller le plus rapidement possible au niveau des arbres là. Si vous réussissez, toutes mes félicitations, vous avez gagné. Voilà. Voilà. Par contre, vous avez raison, délestez-vous. Par contre, si l'oiseau attrape la peau, je vous crierai stop. Parce qu'elle fait voilà, il fait à peine 800 grammes, vous pouvez me le traîner comme un fétu de paille. Ok? Le principe est simple, 3, 2, 1, partez, et c'est à ce moment-là que vous vous élancez de votre plus beau galop. Alors, je vous abandonne 2 secondes. Voilà, messieurs, dames, je vous laisserai bien faire un passage, parce qu'un cheval au galop va arriver, et je ne connais pas très bien cette monture. Allez, bon, eh bien Dylan, il ne me reste plus que 2 choses à vous dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sac un peu sur le côté, je ne voudrais pas qu'elle confonde. Allez, je le mets par là. Alors, 2 choses à vous dire, mon cher Dylan. La première, c'est de mettre en tension la corde. Vous pouvez gagner un petit pas. Voilà. Et l'autre, c'est de tout donner au démarrage. Parce que elle, ça fait 2 heures qu'elle attend ça. Elle est au taquet. Normalement, elle attrape la peau. Ok? Ah, alors méfiez-vous, madame. Oui, parce qu'en plus, je voudrais pas qu'il y ait de souci avec un enfant. Super. Allez, le public, je vous propose de compter avec moi pour encourager notre cheval. D'ici 3, 2, 1, partez. Allez, stop. Ah bah il a lâché la peau, c'est pas grave. Bravo, toutes mes félicitations. C'était parfait, vous avez fait une très belle course, Dylan. Alors, en réalité, bravo, vous êtes... Alors, non, par contre, vous pouvez laisser la corde, ça fonctionne pas comme un chien. Hein. Parfait. En réalité, il faut savoir que notre cheval ne pouvait pas aller extrêmement loin. Car on a calculé qu'au moment de son attaque finale, notre buse atteint les 60 km/h. Ainsi, tout étalon que soyait Dylan, eh bien, j'avais plutôt confiance en mon oiseau. Dans tous les cas, monsieur, merci beaucoup de vous être prêté au jeu et on peut encore une fois l'applaudir.
maintenant l'attitude de notre buse. Elle est en train de recouvrir la peau avec ses ailes. On dit qu'elle fait cap. Ne pensez pas qu'elle a chassé pour son fauconnier. Elle pense réellement avoir attrapé une proie et donc elle ne veut pas la partager. Le travail le plus compliqué commence donc pour Ornella qui doit récupérer l'oiseau et la peau mais de manière indépendante. Pour cela, elle va faire un petit peu de troc, c'est-à-dire qu'elle propose une récompense à son oiseau afin que cette dernière accepte de remonter sur son gant. C'était donc notre buse de Harris. Alors on va maintenant conclure ce premier spectacle avec un géant. C'est nul autre que le plus grand rapace du monde qui va apparaître. Lui, il nous vient de l'autre bout de la planète. Il en a d'ailleurs tiré son nom. Messieurs, dames, veuillez accueillir. Alors là, il va lui falloir lui laisser une petite place car c'est vraiment un géant qui va apparaître devant vous. Veuillez accueillir notre Condor des Andes. Alors ne vous faites pas de soucis pour ce rapace, il est tout à fait capable de prendre son envol. D'ailleurs, au parc des Aigles où il habite, il vit dans une volière de plus de 6 mètres de haut avec des congénères. Cependant, nous avons trouvé très intéressant de vous le présenter d'une manière un petit peu plus originale en le faisant simplement marcher devant vous. À ce moment-là, observez les attributs tout à fait caractéristiques des vautours. Tout d'abord, les pattes. Réellement impressionnante, mais pourtant totalement inoffensive. Elle ne lui sert qu'à marcher. Il vous en fait plutôt une jolie démonstration. La deuxième chose, c'est le bec. Tout aussi impressionnant, mais cette fois à juste titre. C'est un outil extrêmement bien adapté à sa fonction, qui est de découper les cuirs de charogne et autres peaux de cadavres. Il coupe vraiment comme un rasoir. Et finalement, observez sa tête, totalement dépourvue de plumes. Tout cela pour mieux rentrer dans les cadavres dont il se nourrit et en ressortir sans se salir, ce qui va donc éviter la propagation des maladies. Alors vous pouvez regarder également sur le sommet de sa tête. Vous y verrez une petite crête, un petit peu à la façon des coqs, uniquement les mâles en sont pourvus. Les femelles, elles, ont 2 jolis yeux rouges. Si vous regardez au niveau de la crête, d'ailleurs, vous pouvez y voir un petit trou. Il ne s'agit que des narines de l'oiseau. Tous les vautours du Nouveau Monde, c'est-à-dire tous les vautours américains, se font nommer les cathartidés, sont dépourvus de cloison nasale. Ainsi, vous pouvez toujours voir une sorte de petit piercing au travers de leur bec. Alors malheureusement, dans la nature, la situation du Condor des Andes regroupe tous les problèmes liés aux grands rapaces. Il n'y en a presque plus dans les Andes du Nord, vous n'en trouverez plus au Venezuela, ni même en Colombie. Il faut attendre l'équateur pour retrouver des populations viables. En captivité, malheureusement, la situation n'est pas beaucoup plus florissante, puisqu'il n'y a que 10 parcs animaliers dans le monde qui réussissent régulièrement la reproduction de ce géant. Ainsi, c'est vraiment avec grande fierté que nous possédons un couple reproducteur au parc des Aigles du Léman qui nous font des petits réellement régulièrement. Depuis les 10 dernières années, nous avons eu 7 jeunes condors des Andes et nous possédons le plus vieux couple reproducteur en Europe. Il faut savoir que papa et maman ont environ 50 ans chacun. Si tout se passe bien pour notre jeune individu, qui lui n'est âgé que de 8 ans, il pourra atteindre 80 ans en captivité. Et depuis l'année dernière, notre petit Natabo a trouvé une amoureuse. En effet, les programmes entre les parcs ont pu permettre de trouver une jeune femelle issue de la reproduction du célèbre parc vendéen, le Puy du Fou. Et depuis septembre dernier, c'est l'amour fou. Nous espérons, même si pour l'instant, nos 2 compères sont encore un petit peu jeunes, qu'ils pourront continuer à nous faire de beaux bébés en captivité. Alors c'est donc avec cet animal que nous allons conclure ce premier spectacle. J'espère que vous avez apprécié de découvrir nos oiseaux. Dans tous les cas, ce fut un réel plaisir pour nous de vous les présenter. J'espère également vous avoir convaincu que ce ne sont pas les prédateurs sanguinaires dépeints dans les contes,
mais bien des animaux essentiels pour l'écologie. Dans tous les cas, messieurs, dames, nous sommes maintenant à votre disposition pendant une vingtaine de minutes pour faire toutes les photos que vous le souhaitez. Et pour le prochain spectacle, c'est à 14h. En tous les cas, messieurs, dames, merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités et merci à vous de nous avoir rejoints. Passez une bonne journée.